une alternance qui ne ressemble pas aux autres alternances. L'alternance, je l'ai dit à plusieurs reprises, ce pays est dans une phase de révolution véritable. Notre société ne peut plus continuer à fonctionner comme elle a toujours fonctionné. C'est-à-dire nous avons atteint un point de non-retour depuis 1960. Il y a des nouveaux acteurs. Il y a une jeunesse qui est complètement désorientée, ce qui explique un de nos thèmes favoris au sein du mouvement citoyen, l'immigration clandestine, qui est revenu en force. On a connu une répression, beaucoup de morts de jeunes, aussi bien ici et dans la mer. Et ça a beaucoup, disons, agi sur les consciences. Et il nous faut un réarmement moral pour cette jeunesse. C'est-à-dire qu'elle croit en elle-même, qu'elle croit en l'Afrique. La solution n'est pas de partir. La solution n'est pas justement d'aller vers la violence, parce qu'on a connu une violence ces dernières années qui n'a jamais existé au Sénégal. Tout cela sont des éléments réunis qui font que nous devons revoir notre façon de faire, notre rapport, et ne pas nous limiter seulement à un mouvement citoyen comme on a eu à le faire, mais il faut essayer de créer toute une dynamique et de faire converger toutes les initiatives pour qu'il y ait la véritable révolution dans le bon sens. Et dans ce cas, vous avez dit qu'il est impératif de continuer l'approfondissement de notre système démocratique en œuvre pour la transparence de gestion publique. Absolument, ça c'est un point. Quand on voit les rapports qui sont publiés ce jour, quand on entend, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai dans tout ça, mais tout ce qui est dit sur la gestion, justement, des biens publics, je crois que nous devons nous arrêter, faire l'évaluation, savoir qui a fait quoi. Et moi, je pars d'un principe très simple. Quand on est dans un État, quand on fait de la politique, on ne peut pas s'enrichir. Nous avons connu des exemples à travers le continent africain. Le président Senghor n'a jamais été riche. Et le jour où les Arabes, quand il a quitté le pouvoir, lui ont donné de l'argent, il a dit, qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Et c'est avec cet argent qu'il a créé la fondation de Léopold Senghor. Quand on voit quelqu'un comme Nyerere Julius Nyerere de la Tanzanie, c'est un exemple de quelqu'un qui ne s'est jamais même Sékou Touré. Sékou Touré, quand il quittait le pouvoir, il n'avait absolument rien. Comment? Parce qu'au fond, aller au pouvoir, c'est se mettre au service de sa communauté, de son pays, de sa patrie. Si on devient multimillionnaire, multimilliardaire, vous savez, en 2000, je vais vous dire quelque chose qui m'a fait rire quand Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir. Tous les jours, je dis, mais on me dit qu'on a construit ce mille pour 1 milliard. On a fait, j'aimerais bien me représenter ce que c'est qu'un milliard. Je suis allée à la banque, la B6, j'ai dit qu'on me montre, je suis allée dans les caves en bas, et qu'on me montre à quoi correspond 1 milliard. Parce qu'on en parlait tellement, avant c'était des millions, mais maintenant des milliards. Mais aujourd'hui, comment peut-on être aussi riche en étant que fonctionnaire, et rien d'autre que fonctionnaire? Faire de la politique, comment la politique peut-elle enrichir? Rien qu'en faisant de la politique, on n'a pas besoin de faire des études poussées, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes, on n'a pas besoin d'être grand ingénieur, on n'a pas besoin de connaître, savoir manipuler justement les nouvelles technologies, on a juste besoin de faire de la politique. Dans cette émission que constituent les difficultés constituent ce pays-là, il y a les litiges fonciers que vous... Ah non. Alors là, les litiges fonciers, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Et moi, je me suis toujours demandé, comment peut-on laisser quelqu'un construire sa maison après avoir investi tout ses économies, ses prêts, et venir détruire la maison un jour en disant qu'il a construit sur un espace qui ne lui appartient pas. Et au fond, tous les litiges fonciers aussi, je crois à la base, nous avons la décentralisation et les collectivités locales. On crée des mairies, on crée des communautés rurales, des communautés urbaines, on crée des structures qui n'ont aucun moyen pour travailler. Et ce n'est pas étonnant qu'on vende la terre comme on veut. Ici, on ne respecte plus les forêts sacrées, on ne respecte plus comment on appelle ça, le littoral, on ne respecte pas. Moi, quand je suis allée à Hambourg, du côté de, comment on appelle ça, de ces hôtels-là, je vois là où il y avait les peupliers, les palmiers, comment on les appelle, tout est détruit.
foncière est une bombe. Avec la question démographique, on n'en parle pas. On n'en parle pas beaucoup. Le gonflement de nos villes, surtout la ville de Dakar, ça ne peut plus continuer comme ça. On a beau créer des BRT, ça ne suffira pas. Et notre pays n'est pas organisé. Regardez la ville, il n'y a plus de trottoirs partout. Ce sont des marchands ambulants, des gens qui dorment dans la rue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit qui échappe justement à ce que je pourrais qualifier de désordre. On ne peut pas bâtir un pays sans discipline, sans ordre. Je suis allée une fois à Tel Aviv. Je rencontre un rabbin qui était venu ici à Dakar et il m'a dit une chose. Je n'ai jamais vu un peuple aussi intelligent que le peuple sénégalais. Mais il vous manque un truc pour vous développer. Je dis, quel est ce truc? Il a souri. Mais moi, j'en ai tiré une conclusion, c'est l'indiscipline. Tant que nous serons indisciplinés, nous ne construirons pas ce pays. On a beau faire des alternances, parce qu'on comptait beaucoup sur l'alternance en 2000 pour changer les mentalités. Mais au fond, quand les hommes politiques accèdent au pouvoir, ils pensent à construire des infrastructures, à faire des choses grandioses, à avoir un avion, à acheter des yachts, des choses comme ça. Mais ils ne pensent pas à une chose fondamentale qui va assurer la pérennité de ce pays. C'est l'homme sénégalais. La révision des comptes, c'est impératif. Absolument. Absolument. Si tu n'as rien fait, tu n'auras pas de problème. Mais moi-même, ce n'est pas mon problème. Mais il faut récupérer ce qui est possible de récupérer pour réinjecter ça dans la société sénégalaise. On parle des jeunes, mais il y a parfois des milliards. On aurait pu créer des emplois, on aurait pu créer, je ne sais pas moi, construire des écoles. D'autres diront supprimer comment on appelle ça, les écoles, les abris provisoires. On aurait pu créer des maternités, les femmes qui accouchent. C'est vrai qu'il y a eu une grande évolution, parce que quand Senghor faisait le féminisme d'État en intégrant la femme dans le développement, et aujourd'hui il y a beaucoup de changements. Mais parfois les changements sont anéantis par la demande qui est démesurée, qui est dépassée. Alors si nous tous, nous ne prenons pas conscience en nous disant que cet argent-là ne nous appartient pas, appartient au peuple sénégalais. En tout cas, moi, je me dis, rester dans l'histoire comme Mandela. Je préfère rester dans l'histoire comme Mandela ou être riche comme je ne sais pas quel président qui va quitter le président d'Amérique latine, des Philippines, Marcos et tout ça. Je veux être Mandela, moi. Pouvons-nous nous interroger sur les questions qui sont là, comme vous le dites, les fonctionnaires qui travaillent dans les régimes financiers et la clientélisme politique, en fait, la fin du clientélisme. Ah non, c'est le clientélisme politique qui est à la base de toute cette corruption. Mais aussi, nous avons une société. Le système de stratification sociale, il faut le reconnaître, prédispose ce pays à la société à la corruption. Le don, le contre-don. Le don, le contre-don. Il faut donner. Tant que c'était limité, tant que c'était symbolique, ça va. Mais maintenant, ce sont des millions et tout est à base d'argent dans ce pays. Tout à base d'argent. Et il n'y a pas un mois, il n'y a pas un événement où on sollicite les gens pour de l'argent. Tous les événements sont à base d'argent. Et je dis encore que nous avons beaucoup de choses à faire. La viande coûte cher. J'ai entendu le Premier ministre dire que la viande coûte cher. Mais la viande coûte cher. Pourquoi la viande coûte cher? Je vais vous l'expliquer. Elle coûte cher parce que nous ne laissons pas notre cheptel respirer. Comme on a fait avec le poisson, il faudra le faire avec le cheptel. Une année, le roi Hassan II, vous allez me dire que c'est l'émir Amir al-Mouminin, il avait décidé de tuer un mouton symbolique pour la Tabaski, pour tous les Marocains. Ça peut marcher au Maroc. Mais moi, je ne comprends jamais pourquoi dans ce pays, le jour de la Tabaski, dans une maison, on peut tuer 10 à 15, 20 moutons. Vous pensez que votre cheptel pourra respirer avec ça? Et toutes les cérémonies, les événements religieux, il faut tuer mouton, bœuf. Ça ne marche pas. Et on n'ira jamais vers l'autosuffisance. Et la viande coûtera de plus en plus cher. On attendra les événements, les baptêmes, il faut aller manger de la viande. Mais on n'aura pas assez de viande dans les familles parce que nous gaspillons tout. Et après les événements, les cérémonies, j'avais connu quelqu'un qui faisait du travail après le Magal, avec la récupération des restes. Il travaille sur les restes après le Magal. Mais vous croyez-moi, toute cette viande qui était engloutie dans la terre, et il faut voir les images, les berdés, etc. Au Sénégal,
n'ira nulle part tant qu'on ne se remettra pas en cause. Ça va. Ouais. Et en vous, une question là.